Philippe Crevel, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Alors, il y a beaucoup de changements en ce moment en ce qui concerne l'épargne et la fiscalité. On va commencer par la bonne nouvelle qui concerne, nous dit le gouvernement, 80% des Français. C'est la disparition de la taxe d'habitation. Alors, depuis hier, on sait précisément qui est concerné par cette taxe d'habitation. Je vous laisse donner les chiffres. Donc, ce sont qui? Ce sont les gens qui gagnent moins de... Alors, 30 000 € pour un célibataire. Par an. Par an. Ça fait à peu près 2 500 € par mois. Donc, tous les célibataires qui gagnent moins de 2 500 € par mois vont être concernés vont bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. Donc, par tiers, chaque année, on va supprimer un tiers de la taxe d'habitation. Et donc, ceux-là vont être donc exonérés au bout des 3 ans. Oui, parce qu'en fait, la première année, par exemple, si on paye 600 € de taxe d'habitation, on n'en paiera plus que 400. Oui. La deuxième année, plus que 200. Et la troisième année, plus du tout de taxe d'habitation. Alors ça, c'est pour les célibataires, 30 000 €. Pour un couple, 48 000 €. Là, vous allez me dire, ça ne fait pas 2 fois 30 000. Ouais. Et justement, c'est parce que le gouvernement souhaite avantager le célibataire et il pense célibataire retraité. Car souvent, le retraité, et ce sont souvent les femmes qui vivent un peu plus longtemps que les hommes, se retrouvent seuls. Et comme on sait que les retraités vont supporter l'augmentation de la CSG pour une partie d'entre eux, et bien là, le gouvernement fait un petit geste en disant, pour les retraités, 30 000 € pour les couples mariés ou en concubinage ou en Pacs, là, ce sera 48 000 €. Et alors, avec un enfant, c'est 54 000 €. Le prix de l'enfant, c'est donc 6 000 € et voilà. On passe à 50 000. C'est pas cher. C'est pas cher les enfants. Mais oui, comme vous dites, on veut favoriser les retraités. Parce que les retraités, la mauvaise nouvelle pour eux, alors, on le sait suffisamment, c'est 1,7 de CSG. Qui n'est pas compensé par les baisses de charges sociales. Donc 1,7. Mais il faut savoir que les retraités paient un peu moins de CSG que l'ensemble de la population active. 7,5% pour les actifs, 6,8% pour les retraités. Mais ça, c'est pas souvent dit. C'est compliqué, toutes ces histoires. C'est un peu compliqué. On baisse la taxe d'habitation, mais on relève la CSG d'un autre côté, mais on baisse les charges. C'est de la compensation. C'est de la tuyauterie. Alors, il y a des choses beaucoup plus simples. Le livret A. 55 millions de Français ont un livret A. Et là, le gouvernement a fait une annonce hier. Il a dit, écoutez, le taux ne bougera plus pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette décision de geler le taux du livret A? Si vous vous souvenez, un ministre de l'économie qui s'appelait Michel Sapin avait décidé de refaire la formule de fixation du taux du livret A. Elle devait s'appliquer le 1er août 2017. Le gouvernement s'est assis dessus en disant on laisse à 0,75 et on ne remonte pas à 1%. Et là, il décide de laisser à 0,75 pendant 2 ans le taux du livret A. C'est pas beaucoup, 0,75. C'est pas beaucoup et on peut espérer que l'inflation revienne un peu, que la croissance qu'on voit depuis quelques mois se confirme et donc le taux du livret A devrait plutôt augmenter dans les prochaines années. Donc là, il décide en fait de diminuer le rendement du livret A, soi-disant pour aider le logement social. Ah oui, parce que l'argent du livret A sert à financer les HLM. Les HLM. Et comme le gouvernement a demandé aux organismes d'HLM de prendre à leur charge la baisse... De baisser les loyers. L'APL. Voilà. Donc de prendre en charge la baisse de l'APL à travers une baisse de loyer. Il leur dit, mais vous allez trouver de l'argent moins cher grâce au livret A qui rapportera moins aux épargnants. Si vous m'avez suivi... Oui. Le gouvernement fait un petit cadeau au HLM en gelant le taux du livret A pour compenser le fait qu'il exige par ailleurs qu'il baisse les loyers des locataires. L'épargnant titulaire du livret A paie pour la baisse de l'APL. C'est compliqué, toutes ces modifications. Troisième placement très populaire qui bouge, alors là aussi c'est une mauvaise nouvelle, c'est le plan épargne-logement qui va être surtaxé à partir du 1er janvier. Concrètement, ça veut dire que c'est la tuile. Concrètement, ça veut dire qu'il faut vite en ouvrir un avant le 31 décembre de plan épargne-logement. Si on veut conserver un PEL avec un taux de prélèvement de 15,5%, qui passera à 17,2% au 1er janvier, car la CSG augmente, et donc ça aura une incidence sur les prélèvements sociaux qui sont appliqués à l'épargne, dans ces cas-là, il faut se dépêcher d'en ouvrir un. Faute de quoi, au 1er janvier 2018, la fameuse taxe forfaitaire unique s'appliquera et c'est 30% sur les PEL. Alors les PEL, pour mémoire, ça rapporte plus grand-chose, ça rapporte 1%. Quand il y aura la taxe forfaitaire unique de 30%, ça ne rapportera plus que 0,7% moins que le livret A. Pourquoi tous ces changements? Quelle est la philosophie, Philippe Crevel? Pourquoi est-ce que le gouvernement touche au plan épargne-logement? Il touche on sait qu'il veut aussi réduire les aides dans l'immobilier, etc. Il y a 2 objectifs. Premièrement, c'est de faire des économies là où il peut. Ce sont les APL, c'est également sur les prêts à taux zéro, c'est également en ce qui concerne le Pinel, ça coûte cher.
Certains rapports disent qu'en plus, ce n'est pas très efficace, donc ça permet de justifier leur recentrage, leur diminution. Et puis, il y a l'autre objectif du gouvernement qui est de réorienter l'épargne des Français. L'introduction de cette fameuse taxe forfaitaire unique, c'est de dire aux Français, eh ben maintenant, vous allez avoir des impôts à peu près identiques sur un grand nombre de produits financiers. Si vous voulez du rendement, allez vers les actions, ce sera peut-être plus intéressant. Et donc ça, c'est l'autre objectif du gouvernement, c'est pour une fois modifier les comportements d'épargne des Français. C'est pas gagné parce que le Français n'aime pas le risque, il aime bien la liquidité, il aime bien la sécurité. Mais c'est ce que vous conseillez parce qu'aujourd'hui, c'est misérable. Le plan épargne le logement, c'est 1%, mais il faut payer des impôts dessus. Le livret A, c'est 0,75. Comment on fait aujourd'hui si on veut épargner? Il faut vraiment aller vers les actions, quitte à prendre des risques? Alors, si on veut avoir des rendements à 3-4%, il faut aller vers les actions. Et comment on fait pour aller vers les actions? Et donc là, il ne faut pas y aller évidemment d'un seul coup et se jeter à l'eau en mettant toute sa fortune. Il faut toujours y aller progressivement, savoir de temps en temps sortir pour prendre des plus-values. Ça se gère, ça se regarde. On peut le prendre à travers le plan d'épargne en action, le PEA. Parce que là, le PEA n'est pas touché par tous les dispositifs du gouvernement. Ah bah là, le gouvernement est cohérent. Comme il veut favoriser le placement en action, il n'a pas touché le PEA, qui est le plan épargne action. Et donc là, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il y a juste les prélèvements sociaux qui seront à 17,2. Après, sur l'assurance vie, en revanche, autre placement préféré des Français, là, le gouvernement y touche un peu. Pour les contrats donc, où il y aura des versements supérieurs à 150 000 €. Ah oui, alors ça ne concerne pas grand monde. Ça concerne 6-7% des Français qui pourront être concernés. Et là, on passera d'un taux pour l'assurance vie qui est aujourd'hui de 23% pour les contrats de plus de 8 ans à 30%. D'accord. D'une manière générale, le gouvernement nous parle d'une baisse de la fiscalité. On a surtout l'impression que cette baisse de la fiscalité, elle concerne les très gros revenus. Par exemple, l'ISF qui est quasiment supprimé, ceux qui payaient parfois 50% sur les plus-values en actions, eux, ils voient leur fiscalité baisser. Mais pour les petits épargnants, c'est plutôt un tour de vis, non? Alors, il faut voir. C'est vrai que si on prend dans son ensemble, vous avez plutôt raison. Si on regarde par rapport à la moyenne européenne, la France avait des niveaux de prélèvement sur les revenus du capital extrêmement élevés. On pouvait atteindre 60%, voire plus quand on ajoutait l'ISF. On pouvait atteindre même du 80-90% des revenus. Là, on revient dans la moyenne européenne, c'est-à-dire autour de 30%. Le gouvernement lance un signal également aux investisseurs internationaux en disant « Vous voyez, la France maintenant se comporte bien avec ses épargnants. Vous pouvez revenir investir en France. » Il y a un message international. Et puis, l'idée on baisse les taxes sur les très grands revenus, c'est pour les attirer, pour faire revenir du capital en France, c'est ça? En partie. L'autre, c'est en faveur des créateurs d'entreprises. Parce que quand on va mettre une taxe forfaitaire à 30% sur les dividendes des actions, qui on favorise? On favorise les actionnaires. Et donc, c'est également, vous pouvez créer votre entreprise en France, votre start-up. C'est le pari du gouvernement de se dire, on change de modèle économique. Merci beaucoup, Philippe Crevel, d'être venu nous expliquer, nous éclairer un peu sur tous ces changements. Donc, je rappelle, un directeur du cercle de l'épargne. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Donc, on le sait, les JO seront en France en 2024. Faut-il y voir une chance historique pour le pays? Quels sont les risques de dérapage budgétaire? C'est dans l'air est intitulé ce soir. JO, la victoire